Le deuxième invité nous a rejoint sur ce plateau, Maître Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Béni. Bienvenue. Merci madame, merci de nous accueillir sur ce plateau. Nous pensons qu'il est encore pour nous une occasion de parler aux Congolais, de leur dire ce que nous pensons par rapport à la situation de notre pays. Alors, quelle est la situation aujourd'hui au Nord Kivu, puisque vous avez des précisions de la situation sécuritaire dans cette partie du pays? Bon, en fait, madame, nous revenons fraîchement du Nord Kivu. Ok. On a eu quand même le temps de palper de doigt certaines réalités, certaines situations. Ce qui est vrai que la situation n'est pas bonne. Pas seulement au Nord Kivu, même à Ituri. Oui. Pourquoi? Puisque quand vous voyez le flux de déplacés de guerre dans la ville de Béni, la ville de Goma, la ville de Butembo, vous dites finalement où est-ce qu'on va aller avec tous ces gens? À cela s'ajoutent les cambriolages, les cas de tueries, par-ci par-là, qui font mal au cœur. Loin de là, ce sont les massacres qui sont perpétrés par-ci par-là. Donc les mêmes situations sont encore là. Heureusement, on a de voir certains efforts de nos FARDC avec leurs homologues de l'UPDF, comment ils sont de se déployer sur le terrain pour essayer un peu de limiter les dégâts. Et nous pensons qu'il est mieux qu'ils aient très loin pour en finir une fois pour toutes. Alors, l'état de siège a été prolongé pour la 82e fois au Nord Kivu et en Ituri. Plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour l'évaluation de cette mesure. Qu'en dites-vous, vous qui étiez maire de Béni? En fait, à moi aussi de me poser la question, est-ce que le chef de l'État avait mal fait d'instituer l'état de siège? Je pense non. C'est une mesure constitutionnelle. Une expérience qu'on a mis, qu'on a essayé un peu de mettre en pratique pour aboutir à des résultats. Malheureusement, ça a pris 3 ans d'expérimentation sans que les résultats auxquels on s'attendait ne soient pas trouvés. Puisque la population qui était déjà fatiguée avec les affres de l'insécurité, de la guerre, savait qu'une fois l'état de siège est instauré, ce sont les militaires qui prennent les rênes du pouvoir, ce sont les militaires qui commandent, un maire militaire ou bien policier, un gouverneur militaire ou bien policier, du coup lui-même prend les choses à bras le corps et il y va. Mais malheureusement, ça n'a pas pris l'allure à laquelle les gens s'attendaient, puisque plusieurs villes sont tombées sous état de siège et les situations semblent ne pas s'améliorer. La situation s'est dégradée depuis même la proclamation de l'état de siège en 2021 jusqu'à aujourd'hui. C'est dire quoi? C'était une mesure expérimentale, parce qu'on pensait que quand les militaires vont diriger et les policiers peut-être, ils vont amener une nouvelle forme de traquer l'ennemi, parce qu'eux au moins sont des militaires, ils connaissent comment vivre avec. Mais malheureusement et curieusement, on semble constater que ce sont les aspects de développement, des finances et consorts qui semblent beaucoup intéresser les officiers sur l'état de siège. Mais à moi de ne pas trop les condamner, puisque à quelqu'un, vous confiez la mission de faire les finances, les budgets, le développement, les social, en même temps vous lui ajoutez les opérations militaires. Vous pensez qu'ils sont débordés? On va l'évaluer par rapport à quoi? Ce sont des situations exceptionnelles. Donc là, on sait que l'autorité se focalise uniquement à ça. C'est exceptionnel. Voilà pourquoi on dit 15 jours renouvelables. Mais quand on est déjà dans les 3 ans, vous voulez encore qu'on dise quoi? On peut dire que non. On remercie les autorités sous l'état de siège pour les efforts qu'ils ont pu fournir, pour l'expérience qu'ils ont voulu peut-être expérimenter, permettez-moi la répétition. Mais comme l'expérience là, qu'ils ont essayé un peu, n'a pas amené les résultats auxquels on s'attendait, il y a maintenant lieu de peaufiner de nouvelles stratégies, entre autres. On dit, chers officiers, restez uniquement cabrés sur vos attributions, qui ne sont autres que protéger le territoire national, donc la population et leurs biens, et vous laissez les policiers faire leur travail, mais plutôt les civils faire leur travail. Parce que là, vous allez continuer à collaborer, mais chacun faisant son travail. Mais quand vous devez faire le travail et des autorités civiles et des autorités militaires, vous voyez que, comme quoi ça vous dépasse. Et un danger que j'ai toujours répété, même si on ne l'a jamais souhaité, vous savez que les officiers militaires, il n'est pas bon de les habituer à gérer des fonctions civiles.
et ont été formés pour l'armée. Tokowa pour la école, ça leur principe. Et ils sont appelés à vivre dans des casernes. Mais quand vous devez habiter à un général, gérer les comptes bancaires, je ne sais pas faire pour bien faire cela, vous mettez quoi dans ça? Là, il est déjà en dehors de sa mission. Il a été formé pour une mission noble qui est connue. Tokowa pour l'école, c'est ça sa mission. Mais quand vous lui habitiez à ça, bon, demain quand il va quitter là-bas, il peut chaque fois commencer à se souvenir notamment de Zala qui vous venait et Zala qui boit. Oh, il n'a pas été formé pour ça. C'est bon, on a expérimenté, mais comme les résultats ne sont pas... Il n'y a pas de résultats, vous estimez qu'on peut mettre fin à l'état de siège? Non, j'ai dit pendant 3 ans. Pendant 3 ans, c'est déjà au-delà de ce que prévoit la Constitution. D'abord, ça c'est un. Et de deux, on comprend que les autorités de l'état de siège sont presque étouffées. D'ailleurs, si réellement on peut y rentrer, quand le chef de l'État avait pris l'option d'enlever les opérations militaires entre les mains des officiers sous état de siège, pour moi c'était ça la fin de l'état de siège, en principe. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une autre réalité. Donc, les députés ont soulevé, ont essayé de hausser les tons par rapport à la question, on dit, on les soutient, mais on ne doit pas rester dans des théories. Il faut maintenant qu'on profile les stratégies. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose au chef de l'État pour qu'on puisse mettre fin à ça? Quelle est l'alternative qu'on a mise sur place pour dire que bon, maintenant l'état de siège a pris fait, on va y aller comment? Il y a plusieurs alternatives. Moi, je souhaite toujours parler de la réqualification. La réqualification, c'est-à-dire que les autorités militaires restent là, en train de faire ce qu'elles sont appelées à faire, et les autorités civiles rentrent dans leurs attributions. Okay. Mais quelque part là, ils vont collaborer pour imposer la paix. Et là, il n'aura pas ce problème. À votre avis, 3 ans après, qu'est-ce qui n'a pas marché sur terrain? On a instauré l'état de siège pourquoi? Pour imposer la paix. Est-ce que l'état de siège a réussi à imposer la paix? Il faut se poser cette question-là. Mais et nous connaissons la réponse. Voilà. Voilà pourquoi je dis que c'est une expérience qu'on a essayée, mais qui n'a pas pu faire aboutir les choses. Voilà pourquoi il faut offrir une nouvelle stratégie. Puiser dans nos textes légaux de nouvelles stratégies qu'on peut mettre sur pied pour encore voir ce qui doit être fait. Et vous, en tant que maire de Béni, quelles sont les pistes de solutions pour le retour de la paix dans cette partie? Parce que vous connaissez très bien ce terrain. Le retour de la paix dépend de plusieurs facteurs. Un, d'abord, ceux qui en ont la charge constitutionnellement sont connus. C'est le pouvoir. Deux, maintenant, l'apport, c'est pas l'accompagnement de la population civile. Qu'est-ce que la population doit faire localement? Alors, pour que la paix soit là, c'est aussi parmi les grands défis. Les chefs de base ne sont pas considérés. Les chefs des avenues, les chefs de quartier, des cités consorts, même des groupements, ils ne reçoivent aucune rétrocession. Or, ce sont eux qui doivent fournir des informations fiables aux différentes autorités. Alors, voilà pourquoi je pense qu'il y a d'abord lieu qu'on songe à une petite prise en charge, même en unité, des petits moyens qu'on peut mettre à disposition des chefs de quartier, des chefs de rue, même des motos. Il y a des chefs des avenues, des chefs de quartier qui n'ont même pas de motos. Bon, il va amener une information, ou bien on l'appelle pour une urgence quelque part. Les quartiers n'ont même pas une moto. Comment il va arriver là-bas? Donc on doit les entités de base des moyens qui puissent leur permettre de bien faire le travail. Ça, c'est parmi les grandes recommandations. Parce que quand quelqu'un a des moyens, là, vous pouvez lui demander comment tu n'as pas travaillé alors qu'on a mis des moyens à ta disposition. Donc, c'est la première recommandation. Pour que la population civile et les chefs de base contribuent à la paix, il faut qu'on mette les moyens à leur disposition. Comme il y a déjà la loi sur la rétrocession qui existe et que celle-ci n'est que peut-être théorique, qu'on la rende beaucoup plus pratique. Et que quand ça arrive au niveau des mairies, ou bien des territoires, ou même des provinces, qu'on songe aussi aux autorités de base. Je dis bien, il y a des quartiers insécurisés où on n'a même pas une moto pour amener l'information ou bien pour aller peut-être intervenir. Ça, c'est très important. Et de deux, la population maintenant doit comprendre que c'est elle l'atout majeur. Donc, si nous continuons à collaborer avec l'ennemi, là, nous n'aurons pas de paix. Quand nous trouvons qu'il y a des ennemis de notre pays, de notre région, de notre territoire, de notre ville, qui sont quelque part, dénoncer le plus vite possible. Et à cela, maintenant, ça ajoute un aspect très important aux autorités compétentes maintenant locales. Quand on va aller dénoncer quelqu'un, on le voit souvent au niveau de l'auditorat, en air et consort. De collaboration entre les militaires et la population. C'est là où nous sommes en train d'aller, madame. Quand quelqu'un veut aller livrer une information qu'il a vue des suspects, apparemment, curieusement, c'est encore lui qu'on interpelle. Ça fait peur. Quelqu'un qui a déjà perdu ongles, parents et tout le monde, alors, il veut aller livrer une information, vous l'arrêtez encore, il aura peur. Alors, quand quelqu'un veut donner une information,
il faut avoir des stratégies de l'accueillir. Mais quand du coup, vous commencez à les menacer, tout ce qui est suspect, comment tu as su ça, ça fait peur. Donc, ça brise même des fois les marins civilo-militaires. Donc, il faut qu'on puisse remettre cette collaboration-là. Les autorités surtout. Et là, d'ailleurs, je suis en train de remercier l'auditeur de garnison de Butembo qui a réussi quand même à sceller certains cachots. Puisqu'il y avait déjà des cachots désordonnés de beaucoup de services à Butembo. Quand il a scellé ces cachots-là, c'était une façon pour lui démontrer que non, on doit quand même avoir une voix. Parce que les gens étaient arrêtés en désordre. Il faut que ça se fasse partout. Généralement que cela soit fait aussi à Beni, à Goma, partout. Tous les cachots qui sont là, là où l'autorité n'arrive pas facilement, il faut qu'on parvienne à fermer ces cachots-là. C'est important. Donc, c'était ça la stratégie. J'ai dit, premièrement, l'autorité compétente qui a la charge de la sécurité de manière constitutionnelle, ceux qui en ont comme mission régalienne doivent s'assumer. Les chefs de base doivent bénéficier de certains avantages pour leur permettre d'être efficaces. Et la population, maintenant, est appelée à collaborer, à livrer l'information, mais aux autorités de ne pas chaque fois arrêter quelqu'un qui est venu livrer une bonne information par rapport à la situation sécuritaire. Alors justement, par rapport à l'état des sièges, les hommes en uniforme sont pointés du doigt. Cette mesure profite plus à eux qu'à la population. Qu'en dites-vous? Bon, vous savez, souvent c'est un peu surprenant et douloureux. Quand vous avez envoyé quelqu'un protéger la population, mais il vous revient avec téléphone, argent, sac, c'est contradictoire, madame. C'est comme si vous avez envoyé quelqu'un, vous achetez peut-être une poule, mais du coup il vous amène un éléphant. Ça doit un peu vous surprendre. Mais quand vous ne voulez pas demander à ce monsieur, toi je t'ai envoyé m'amener la poule, pourquoi tu m'amènes l'éléphant? C'est qu'il faudra continuer à le faire. Voilà pourquoi je pense que les autorités doivent sanctionner tous les militaires qui sont cités dans des cas. Vous voyez, quand on dit un militaire incontrôlé, ce terme-là fait mal. Dans l'armée, c'est le principe du commandement. Jamais de mauvaises troupes, mais de mauvais chefs. Mais comment là où il y a un bon chef, on ne peut pas avoir des militaires incontrôlés? Il faut qu'on mette fin à ce système-là. Ce sont les mêmes militaires incontrôlés qui livrent les armes aux civils et la nuit, ils font les opérations. Et c'est dangereux. Donc, les officiers militaires doivent contrôler les hommes sous leur commandement. Ça, c'est une obligation. Et ne pas laisser les militaires faire tout ce qu'ils veulent. Ça, vraiment, ça nous n'encourageons pas. Et nous pensons que si l'auditeur général, les auditeurs supérieurs et les auditeurs de garnison nous suivent, même les commandants PEM, les commandants PP, police de police, ils doivent savoir que ce sont eux qui doivent avoir la rigueur. Et s'ils n'ont pas la rigueur, rien ne tiendra. Ce sont eux qui doivent châtier tous ces militaires-là qui font mal. Il y a les militaires, il y a également les Wazalendo. Faut-il continuer avec ces derniers? Les Wazalendo, là, je suis en train de saluer d'abord à passer le général Padir, qui est le coordinateur de la RAD. Vous savez, le chef de l'État avait déjà institué la RAD, Réserve armée de la défense. Cette structure-là, c'est pour que les Congolais puissent savoir qu'il est appelé à servir, à défendre la patrie. Voilà pourquoi il y a des missions en cours pour qu'on puisse commencer déjà à identifier les vrais Wazalendo. Aujourd'hui, il n'y a plus de Maïmaï. Tout le monde qui était Maïmaï maintenant se dit Mouzalendo. Tout le monde qui était Maïmaï se dit VDP, volontaire pour la défense de la patrie. Alors, il faut maintenant qu'il y ait une réglementation. Ces gens-là doivent être identifiés, formés et encadrés. Comme ça, on sait qu'aujourd'hui, peut-être la RAD a fourni une brigade au FRDC. La RAD a fourni des bataillons au FRDC. Et c'est la mission que le général Padir maintenant a aujourd'hui. Former les VDP, qu'ils soient prêts pour ça. Et tous les VDP, tous les Maïmaï, tous les Wazalendo qui iront en dehors de la loi, là vraiment je pense qu'ils seront arrêtés. Parce que la population se plaint déjà de beaucoup de cas d'irrégularité. Justement, alors est-ce facile de déceler ces faux Wazalendo et ces faux VDP qui créent encore l'insécurité à Goma? Madame, ce n'est pas difficile. Ce sont des gens qui sont connus et ils ont leurs commandants. Les commandants de toutes ces troupes-là sont là. Il suffit seulement d'appeler les commandants. Toi, tu viens avec tes hommes de troupes et on les identifie, on leur donne des macarons. On sait que quelqu'un qui n'a pas de macarons, il n'est pas reconnu. Et là, quand on doit faire le contrôle, on l'arrête, c'est tout. C'est un exercice qui se fait comme on fait l'identification des agents de l'État, des militaires et consorts. Donc c'est le même exercice. Ce n'est pas difficile. Et ces gens-là sont connus, leur liste existe. Leur liste existe. Et là, il faut maintenant que les gens comprennent une chose. Les Wazalendo ne sont pas seulement les anciens Maïmaï, non, non. Même au niveau de Télé 50, c'est là où nous sommes, on doit avoir des Wazalendo ici, des volontaires. Parce qu'on sait que
Quand ça ne va pas à Kinshasa, nous avons au moins 50 réservistes chez Télé 50, on a peut-être 100 au niveau de la RTNC, Biwan, on en a peut-être autant. Et tous ces gens-là doivent être debout pour défendre la patrie. Ailleurs, ça se fait. Donc, la RDC est en train d'expérimenter une chose qui existe. Les Ouazalans sont en France, sont en Tanzanie, sont partout. Même en Égypte, ils sont là. L'armée des réserves, ce sont des militaires qui sont formés, mais qui attendent au cas où on a besoin d'eux, on les appelle pour aller maintenant faire quelque chose de positif. Toujours, vous pensez que la situation sécuritaire, l'agression rwandaise sera sûrement évoquée demain lors du discours de chef de l'État à la tribune des Nations Unies. C'est une occasion de réaffirmer encore, de confirmer que la RDC est agressée par son voisin, le Rwanda. Oui, ça c'est un aspect très important. Le chef de l'État, ce n'est pas la première fois pour lui de crier, de hausser le ton par rapport à ça. Mais j'avais recommandé une chose aussi, que les questions de l'Est, souvent j'ai toujours regretté, la plupart des fois, on n'y associe pas les vrais acteurs politiques de l'Est, les vrais notables. Okay. Dernièrement, vous avez vu, le chef de l'État a révoqué la personne qui était chargée du suivi. Vous voyez un peu ça? Alors, même si on ne peut pas entrer dans la profondeur de la question, mais c'est déjà un signe qui n'est pas bon pour nous, les fils de l'Est, pour nous, les Congolais. Quelqu'un qui est chargé de suivi est révoqué. Ça cache quoi? Ça fait peur. Voilà pourquoi nous avons toujours souhaité que tout le monde là, je vois les grands acteurs politiques de l'Est. Là, je peux voir Julien, je vois Moussa Nyamous, il y en a beaucoup. Pourquoi ne pas les associer dans les négociations? Parce que la plupart des fois, quand on va négocier, on tombe dans des questions de per diem, dans des questions de jetons, de présence. Alors, les gens oublient qu'ils sont partis pour une mission importante, mais leur visée est toujours du côté argent. Alors, mais si ce sont les vrais acteurs politiques de l'Est, ils diront que non, ici c'est la vie ou la mort de chez nous. Nous nous y engageons. Ils ne peuvent pas mordre à des petites propositions que l'ennemi fait. Parce qu'on avait vu ça à Nairobi. La RDC semble être ridicule. Les gens commencent maintenant à se chamailler pour l'argent. Alors on se dit, ces gens sont venus faire quoi ici? Donc ce sont des petites erreurs comme ça que nous devons corriger. Même si le chef de l'État va beaucoup parler au niveau des Nations Unies, mais si nous-mêmes Congolais, nous ne parvenons pas à focaliser nos efforts, à être sérieux pour bien négocier, à éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi, comme Nanga et qu'on sort le fond, il n'y aura pas de paix. Parce que Nanga, aujourd'hui, une ancienne autorité congolaise qui a tourné le dos à ses propres frères, il est content de voir les gens vivre dans des bâches, les gens mourir. Quelqu'un d'autre aussi fera ça. Alors, quand est-ce qu'on aura la paix? Quand est-ce qu'on aura la paix? Quand nous-mêmes, nous sommes en train d'occasionner le mal chez nous. Nous devons quitter aussi ça. Donc, même si le chef de l'État va parler, mais nous aussi, nous faisons quoi? Il peut parler, oui, mais nous faisons quoi concrètement? Nos militaires qui trahissent, qui donnent peut-être armes et munitions aux ennemis. Comment voulez-vous que la guerre finisse? Même si le chef d'État va crier aux États, à la tribune des Nations Unies. C'est d'abord la question congolaise. Focalisons-nous sur notre question congolaise. Soyons forts, soyons unis. Évitons les trahisons. Soyons sérieux surtout. Parce que des fois, c'est ce qui nous manque. C'est parmi les qualités que le Congolais a déjà perdu. Être sérieux. On t'envoie dans une mission militaire. Tu as 100 000 hommes. Tu as 100 militaires à ta disposition, mais quand tu vas déclarer le nombre de militaires que tu vas déclarer 1000 pour gagner 900. Alors, avec ce système-là, on va aller où? La guerre va finir comment? Donc, soyons sérieux. Et si le sérieux est là, chacun va faire son travail. On va éviter de tomber dans des petits pièges. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose des Nations Unies pour cette fois, quand même? Oui ou non? Madame, la RDC, c'est un pays souverain. Nous ne dépendons pas des Nations Unies. Même si les décisions qui nous font mal viennent de là, et les Nations Unies, l'Union Européenne et consorts. Mais si nous sommes une roche, ils vont connaître la roche, ils vont rentrer. Mais c'est parce que nous sommes perméables. On peut planifier quelque chose de mal contre nous. Mais si nous sommes soudés, nous sommes une roche, comment ça va nous pénétrer? Ça ne va pas nous pénétrer. Mais quand on trouve des fissures entre les Congolais, voilà par où on pénètre. C'est par là où on pénètre. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la question de l'Est, imaginez-vous, avec tous les moyens que le chef de l'État dit qu'il a déployés pour que la guerre prenne fin. Mais on assiste à des histoires qui ne valent pas la peine. Comment voulez-vous que les gens nous prennent pour des sérieux? Une 10e armée de l'Afrique, mais qui ne parvient peut-être à contenir des petits rebelles, par exemple. Même si derrière ces rebelles-là, il y a d'autres nations. Mais nous devons quand même être sérieux. C'est ça. La sériosité. J'insiste beaucoup sur la sériosité. Quand tu es sérieux, tu feras des choses sérieuses. Vous insistez sur la cohésion. Vous êtes pour le dialogue proposé par Martin Fayulu? Madame, nous sommes en 100 jours de gouvernement, Madame Toulouka. Oui,
On a vu. Mais moi, je me suis dit, un enfant de 3 mois a déjà peut-être, peut avoir déjà la tendance de sourire un peu. Est-ce que ce sourire-là on peut le dire sur les lèvres des Congolais aujourd'hui pendant ces 3 mois? Parce que madame a cette obligation, ce devoir-là, de nous amener le sourire. L'enfant qu'elle a fondé pendant 100 jours, c'est presque 3 mois. Est-ce que l'enfant commence à sourire, à faire des grèves par-ci, par-là? Madame doit faire beaucoup d'efforts pour réparer ça. Alors, comme vous disiez que si on peut... Vous insistez sur la cohésion. La cohésion, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec le dialogue proposé par l'opposant Martin Fayoulou ou pas? Les Congolais sont des grands théoriciens. C'est ça le mal des Congolais. Un politicien, il vous tient un discours, vous dites que celui-ci vraiment il faut au pouvoir, le Congo va changer demain. Mais quand vous le mettez à l'épreuve, vous posez la question, est-ce que c'est la même personne qui parlait hier? C'est parmi les mots des Congolais. Les dialogues, on en a déjà eu beaucoup. Les dialogues, c'était un mode de vie. On ne doit pas attendre qu'il y ait des problèmes pour dialoguer. Non. Les dialogues doivent être à principe permanent entre politiciens congolais. Malheureusement, chez nous, c'est quand ça commence à sointer qu'on se dise, non, voyons comment on va réparer. Il faut que la réparation soit là. Dialogue pour chercher quoi, pour aboutir à quoi. Les autres même vont très loin. Justement, vous qui êtes de l'Est, vous pouvez proposer le cahier de charge de ce... Moi, je me dis, il y a déjà eu beaucoup de rencontres pareilles. Ce qui est important dans ces pays... Vous pouvez donner de la chance à ce dialogue, Madame, même s'il y en a eu beaucoup. On ne peut pas refaire la RDC. La RDC existe déjà. Ce qui est important, c'est d'abord le respect de la Constitution. Est-ce que nous respectons nos textes légaux, notre Constitution? Commençons d'abord par là. Si nous parvenons seulement à respecter nos textes légaux, la RDC a une Constitution meilleure, à part certaines dispositions qu'on peut être reléguées. Mais la RDC a une très bonne Constitution. Si nous refaisons seulement notre Constitution, madame, tous ces problèmes que vous évoquez, on n'en parlera même pas. On n'en parlera même pas. Tout est déjà prévu, mais qui respecte ça? Qui fait appliquer ça? Donc, dialoguer pour amener quoi de nouveau au Congo? Pour recréer quoi qui n'existe pas? C'est ça ma grande question. Vous allez dialoguer pour créer quoi qui manque au Congo? Tout est déjà connu dans vos textes légaux, dans votre constitution. Vous voulez encore créer quoi? Moi, j'avais dit seulement la seule chose que sur laquelle j'étais en train d'insister, c'était l'article 219, à moins que je m'abuse, qui disait que la RDC peut céder certaines de ses terres. C'est tout ce qu'on peut élaguer. C'est tout. Mais notre constitution n'a aucun problème. Donc quand les gens parlent de dialogue et consort, je dis dialoguer, oui, mais pour créer quoi? Pour qui devienne qui encore demain? On a déjà été à Sun City, on a déjà été, je ne sais pas, à Kampala, à Nairobi, partout on a été là. Mais on a amené quoi de spécial au peuple congolais qui continue à souffrir et à croupir sous la misère? Dialoguer, ce n'est pas pour nos postes. Non. Rentrons d'abord derrière, voyons ce qui ne marche pas avec l'application de nos textes légaux. Ces inégalités sociales, comment bannir pour qu'on puisse mettre fin à tous ces désordres-là. Si on respecte la Constitution, madame, je ne vous cache rien, vous verrez ces pays être debout. Si vous voyez de grands États, les États-Unis, la Chine, la France, c'est parce qu'ils ont leur Bible, ont leur 10 commandements, leur Constitution qu'ils respectent. C'est tout. Et si nous parviendrons aussi à le faire, vous verrez qu'on n'aura aucun problème. Aucun problème. Les élus du Nord Kivu continuent à bouder la prorogation de l'état de siège. Jusqu'où iront-ils, à votre avis? Bouder la prorogation, c'est l'expression de la démocratie. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Je pense que je leur ai demandé de se mettre ensemble pour peaufiner les stratégies qu'ils vont proposer et que les autres députés adhèrent à ça. Et là, je ai demandé aux élus qui ne sont pas de l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu, peut-être Ituri et consorts, qu'ils comprennent que les Congolais de Beni, de Butembo, de Goma, de Masisi, de Walikale, ils sont Congolais comme tous les Congolais du monde. Si les Congolais de Walikale crient, les Congolais de Beni crient, c'est que c'est le Congolais du monde entier qui a crié. Il y a lieu que les autres élus se joignent à ceux du Nord Kivu et de l'Ituri pour qu'ensemble ils puissent réfléchir profondément, sans sentiment, pour trouver des solutions à cette question. Le chef de l'État n'est pas magicien, Mobutu le disait d'ailleurs. Et on proposait quoi des Congolais au chef de l'État que lui a refusé? C'est ça. Ne sont pas seulement en train de crier ou bien de faire la politique de la chaise vide, non. Crions en proposant. Si cela n'était pas, on fera quoi? Voilà l'alternative. Parce que vous pouvez être en train de sortir chaque fois, vous boycottez la plénière. Ils vont vous sortir boycottez encore la plénière. dans 2 semaines, ça c'est sûr. Alors, vous allez boycotter jusqu'à quand? C'est ça la question que je me pose. Boycotter, mais proposer. Et à élus de d'autres provinces, aidez vos amis à la réflexion. La question nationale, ce n'est pas une question seulement de l'Est, c'est une question nationale.
Ce n'est pas parce que ce n'est pas Bandundu, ce n'est pas Kassai, que ça ne concerne pas les autres élus. Non, non. Qu'ils comprennent la blessure, les plaies des enfants de l'Est, les souffrances, les gens qui vivent des bâches, les gens qui vivent les sécurités, les têtes fracassées, coupées. Donc, qu'ils se mettent à lier place de ces gens-là. Ce sont des Congolais comme nous. Réfléchissons ensemble, proposons ensemble au chef de l'État une mesure alternative pour mettre fin à toutes ces situations. Ils en ont le pouvoir, ils ont la capacité, madame. Ils partent chaque fois en vacances parlementaires, ils rencontrent la population, ils voient les problèmes de la population, ils ont ça comme matière. C'est important comme ça. C'est comme je peux dire les enseignants sont à grève. Mais on peut se poser la question. Mboudi, on avait proposé quoi? Quand on a fait le budget, on a ajusté quoi? Ou bien quand on paye, on voit quand on fait payer les taxes de l'État, on affiche là-bas les taux du jour. Mais pourquoi quand on paye les agents, le même principe n'est pas là? Tu as commencé à payer quelqu'un 200 000 francs quand ça valait 100 $. Aujourd'hui, les 200 000 francs ne valent plus les 100 $. Est-ce que tu as songé à réajuster pour que ça soit ainsi? Les taux, quand on paye les taxes ou bien les impôts, taux du jour. Mais pourquoi quand on paye les agents de l'État, on ne peut pas revenir sur la même situation? Donc, toutes ces questions-là, ce sont des questions sur lesquelles les élus doivent réfléchir pour qu'on puisse proposer des histoires concrètes et qui valent la peine. Et je pense que le chef de l'État ne peut pas refuser. Le gouvernement ne peut pas refuser ça. Parce que le gouvernement aussi a besoin que la paix soit imposée. Personne ne refuse la paix. Madame la Première ministre, je l'ai vu, Costa Goma, comment elle est partie pleurer avec la population de l'Est. Elle a ce souci-là. Mais il faut maintenant qu'on lui mette des propositions. Quelles sont ces propositions-là? Voilà pourquoi les têtes sont au Parlement pour réfléchir. Ce sont les têtes-là qui représentent les millions de Congolais. Si on est 80 bien 100 millions, nous sommes représentés par les 500 têtes-là. Donc pour vous, les élus du Nord Kivu ont la solution à leurs problèmes. Donc ils doivent arrêter de bouder la plénière où il y a prorogation de l'état de siège. Bouder pour aboutir à quoi? C'est ça la question que je me pose. Nous proposons quoi? On est en train de bouder, mais entre-temps, on propose quoi? C'est ça ma préoccupation. Donc, disons, on fait des bruits, mais entre-temps, on amène des pistes de solutions auxquelles les autres élus doivent y adhérer pour qu'on puisse trouver des solutions. Tous les 100 millions de la population de notre pays est représentée par les 500 élus. Donc, ce sont ces 500 personnes-là que nous regardons, parce que c'est à eux que nous avons donné la charge de la République. Ils auront l'obligation, ils doivent nous aider à trouver des solutions, madame. Merci, maître Achille Kapanga, d'avoir répondu à notre invitation une fois de plus. En tout cas, madame, merci beaucoup. Je pense que ce pays nous appartient. Et Télé 50 continuera toujours à aider ce pays. Et que les Congolais se disent que nous devons être debout. Si nous dormons, nous risquons de tout perdre. En tout cas, que tout le monde soit responsable, soyons sérieux, travaillons pour notre pays. C'est important, madame. Le message est passé. Merci de votre attention soutenue. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal avec Bédrine Kenge.